Lycopersicum esculentum. Non, ce n'est pas un sort dans Harry Potter. C'est juste un nom latin pour parler de la tomate. Et donc, qui est le sujet de cette vidéo. Bienvenue à vous, les histo-culino-curieux. Aujourd'hui, on va voir rouge, très rouge, que ce soit de la tomate ou de sa célèbre sauce épicée. En un mot, je parle bien ici du ketchup. Cette sauce tomate aigre douce, commercialisée par Henry John Ice, a eu un succès retentissant aux États-Unis, puis dans le monde. Je vous proposerai donc cette recette avec mon mélange d'épices. Mais avant tout, sortez votre meilleur gazpacho. On fait la hola pour la tomate. Et attention, elle est timide, elle va rougir. Commençons par ce fruit ou ce légume. Je parle bien ici de la tomate. On va devoir déjà régler cette histoire. Est-ce un fruit ou un légume? Alors, d'un point de vue botanique, la tomate est un fruit. Elle est issue de la fleur et elle porte des graines. Donc pas de débat. Un légume est en général une tige, une racine ou une feuille. Et donc, du côté botaniste, la tomate est un fruit. Mais pour les nutritionnistes ou les cuisiniers, la tomate est bien un légume, car elle est utilisée très souvent dans des plats salés, comme la courgette, le potiron, l'aubergine, ou les haricots par exemple. Mais on les met du coup dans quelle catégorie? Eh bien, je vous dirais, on s'en fout. La tomate, c'est bon pour la santé. Froid, comme un fruit, chaud, comme un légume. La tomate est non genrée. Mais avant de la déguster, c'était quand même en Europe une plante ornementale. On pensait même que c'était du poison. Le mot tomate est une déformation du mot tomalt, mot issu du Nahuatl, langue des Aztèques au Mexique. Et oui, la tomate prend ses origines au pays du sombrero. Elle pousse de façon sauvage au Pérou et en Équateur. Elles font la taille d'une petite cerise. Elle est surtout cultivée pour la première fois au Mexique. On a peu de traces de la culture de la tomate par les Aztèques, mais dans le livre Histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne de Bernardino de Sahagún, il fait part d'une sauce que préparait ce peuple, composée de tomates, de piments et de graines de courge. C'est en 1519, lorsque les conquistadors espagnols rentrèrent du nouveau continent, que la tomate débarque chez nous. Elle est accompagnée du piment, du poivron, du maïs, de la courge et de la pomme de terre. Les Aztèques avaient déjà développé plusieurs formes de tomates différentes, mais les botanistes de l'époque la classent quand même parmi les mandragores, une cousine de la tomate réputée toxique, une plante riche en alcaloïdes aux propriétés hallucinogènes. De plus, la mandragore est entourée de nombreuses légendes lui vouant des vertus magiques. Bref, revenons-en à nos tomates. Ces deux plantes font partie quand même de la même famille, les Solanaceae. 2700 espèces au total, dont le tabac, l'aubergine, la datura, la pomme de terre, la physalis ou encore le pétunia. Et c'est donc normal qu'arrivée en Europe, elle n'a pas eu tout de suite une bonne réputation, sauf du côté aphrodisiaque de sa couleur rouge et de son premier nom qu'on lui donne, la pomme d'amour. Elle arrive timidement en France en 1600 avec le botaniste Olivier de Serres, qui rapporta que c'était une belle plante, sans vertu médicinale, juste beau à regarder. Il va falloir attendre plus de 100 ans pour que notre vision sur la tomate change. 100 ans sans tomate, imaginez-vous. Petit à petit, les gens commencèrent quand même à goûter ce fruit rouge et en mettaient un peu dans leur soupe. Il fallut attendre 1731 et grâce au botaniste Philippe Millet qui reconnut officiellement la tomate comme comestible. Mais il va falloir quand même toujours attendre 50 ans pour que des distributeurs comme Villemorin mettent ces graines dans les catalogues avec la mention potagère et non plus la mention ornementale. Et c'est grâce aux révolutionnaires marseillais que la tomate commence à arriver sur les tables parisiennes. Robespierre adorait en déguster. Il prononçait ces mots: si je ne mange pas de tomate, je vais perdre la tête. Non, je déconne, c'est moi qui l'ai inventé. Bref, il ne fallut donc que peu de temps pour que les agriculteurs de l'Île-de-France commencent à produire notre star de la semaine. Mais il faudra surtout attendre la fin du 19e siècle, avec le développement du transport ferroviaire,
pour que toute la France puisse profiter enfin de la tomate. Puis les graines repartirent en Amérique, où un article du docteur John Bennett, en 1834, vante ses vertus. Les Américains n'ont plus que ce mot à la bouche, et dans leur assiette d'ailleurs. Et c'est comme ça que des sauces voient le jour, comme le ketchup par exemple. Mais on en parle dans pas très très longtemps. Aujourd'hui, la tomate est le premier fruit au monde et le deuxième légume le plus consommé, avec en premier la pomme de terre. Juste quelques chiffres un petit peu vertigineux. Imaginez, chaque seconde, 4000 kilos de tomates sont produites dans le monde, soit plus de 126 millions de tonnes produites chaque année. Par exemple, l'Asie en produit près de 45% à elle toute seule. Allez, passons maintenant à ma sauce préférée, le ketchup. Et oui, cette recette a été inventée par le célèbre Henry John Heinz. Ah, oui, oui, on me dit oui, je dis encore des conneries? Ah, ok, excusez-moi. Mon oreille vient me dire qu'il n'a juste rien inventé, que l'origine du ketchup est chinois. C'est au XVIIIe siècle, lorsque les Britanniques établissèrent des comptoirs sur l'île de Taïwan et dans la province du Fujian, que ces derniers découvrent une sauce de saumure de poisson appelée ketchup. Cette sauce fut rapportée en Angleterre et elle a été améliorée en ajoutant par exemple des champignons et des échalotes. Puis les colons emporta la recette en Amérique du Nord. Et c'est à Philadelphie qu'un certain James Mease, un médecin et horticulteur, proposa une version appelée catsup. Cette dernière est agrémentée de tomates. On trouve d'ailleurs différentes recettes où le mot tomato ketchup est fait mention en 1801. En 1837, Jonas Yerkes produit cette sauce dans des tonnelets qui permettent de cacher la texture qui n'était pas très belle. C'est en 1869 que Henry Heinz et Clarence Noble, anciens fabricants de briques, se lancent dans le commerce de la sauce Réfort en proposant des bouteilles transparentes pour montrer la qualité de leur sauce. Et c'est en 1876 que Heinz propose enfin une sauce tomato catsup, tomate supérieure. Elle est composée de tomates, de sucre, de vinaigre et d'épices. Aujourd'hui, il se vend plus de 650 millions de bouteilles chaque année. La marque a été beaucoup critiquée pour sa quantité de sucre, environ 30% à l'époque. Mais comparé à la mayonnaise, il n'y a pas photo. Cette sauce légendaire, d'ailleurs, n'a pas besoin de conservateurs ni de colorants, et encore moins d'arômes artificiels. Tout est déjà présent avec le vinaigre et la tomate. Mais ne nous arrêtons pas là. Savez-vous pourquoi il est indiqué 57 sur les bouteilles de ketchup? Eh bien, après avoir vu une publicité sur un marchand de chaussures qui se vantait de proposer 21 modèles, Heinz s'est alors dit qu'il était très commercial d'associer un chiffre à sa marque. Il compte alors le nombre de produits qu'il propose et fabrique et il tombe sur 57 quand il arrive au dernier, le ketchup. Ça tombe bien, le 5 est son chiffre porte-bonheur et le 7 celui de sa femme. Bon, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il n'avait pas 57 produits, mais un peu plus à l'époque. Il impose donc ce numéro à toutes les bouteilles de ketchup. Mais une dernière info concernant ce chiffre. Il est sur toutes les bouteilles en plastique, placé à un endroit très stratégique. Si lorsque vous vous servez en ketchup, vous appuyez à cet endroit, une licorne apparaît. Ou tout simplement, c'est l'endroit précis et parfait pour que le ketchup s'écoule parfaitement. Allez, encore une dernière fun fact et on passe à la recette. Le ketchup est officiellement approuvé par la NASA. C'est les astronautes qui doivent être contents. Voilà, vous savez tout ou presque tout, mais vous savez, vous, comment vous la fabriquez? C'était pas très français. Le ketchup est une recette longue, mais tellement satisfaisante à faire. Alors prenez vos plus belles tomates, on part en cuisine. Faire du ketchup n'a rien de bien difficile, mais il faut de la patience. Deux possibilités pour les tomates s'offrent à vous. Soit vous avez une épineuse qui enlèvera la peau et les grains, ou de faire chauffer un coup les tomates pour les peler et enlever les pépins à la main. Eh bien, j'ai choisi une autre solution. Je suis contrariant. J'ai coupé mes tomates en quatre, j'ai enlevé les grains et le jus à l'intérieur et je les passe à l'épineuse. Enlever le jus des tomates fait gagner énormément de temps de cuisson. Vous avez aussi la possibilité de tout faire cuire et de passer au tamis ensuite, mais c'est encore plus long.
Une fois les tomates passées dans la belle machine mal conçue du magasin, je recevais des jets de restes de tomates. Je passe la première chauffe. Cette dernière dure environ 15-20 minutes. Ensuite, j'ajoute les épices et le vinaigre de cidre. Puis on réchauffe pendant 30 à 45 minutes en fonction de l'eau présente dans les tomates. Le but est de réduire la sauce. Une fois fait, on met soit du sucre ou du miel. On finit avec un petit quart d'heure à feu doux. Et bim, en bouteille, le ketchup est prêt. Ça y est, vous êtes de retour. J'espère que cette recette vous a plu. Ici, le ketchup de papa, il fait pas long feu. Et pour un peu respecter la planète, j'attends toujours la saison pour en faire. La saison des tomates, bien sûr. La tomate reste un aliment que beaucoup de monde adore. Son odeur est enivrante et rappelle le soleil et l'été. Que ce soit en jus avec un peu de céleri ou dans une bolognaise, elle n'est pas prête de quitter nos assiettes. Passons maintenant à nos expressions. On va commencer avec prendre ou sucer un canard. Cette dernière sous-entend de prendre un sucre et de le tremper dans une boisson. Mais pourquoi un canard? Elle voit le jour au XVIIIe siècle et fait référence aux habitudes du volatile qui trempe son bec furtivement dans l'eau de façon régulière. Ce geste permet donc juste de mouiller le sucre sans le désagréger. Bon, il est temps de boire un canon. Et boire un canon d'artillerie, ce n'est pas facile. Après, vous pouvez le faire fondre, le canon, mais le métal brûlant, c'est quand même pas top. Donc d'où vient cette expression? Il faut savoir qu'à partir du XVIe siècle, un canon correspond à 1/16e d'une pinte. Et c'était la taille pour un verre de vin à l'époque, soit 6 centilitres. Aujourd'hui, on est entre 9 et 20. Et donc, je vous fais pas l'image, mais boire un canon veut dire tout simplement boire un verre de vin. Enfin, son contenu, le verre, ça fait mal. Une petite dernière, ni chair ni poisson, qui sous-entend quelque chose d'indéfinissable ou de difficile à cerner. À une époque lointaine, où le carême était encore bien respecté, le seul repas autorisé était du pain, accompagné de légumes, de fruits secs ou de l'eau. Et ça, une seule fois par jour. Mais l'Église autorise avec le temps certains aliments, comme les poissons, les œufs ou encore les laitages. Pendant le Moyen Âge, certains pratiquants s'offusquaient en disant que ces aliments étaient composés de graisse animale et qu'il ne fallait pas les manger. Les croyants se scindent donc en deux. Ceux qui pensent que le poisson, c'est de la chair, et ceux qui pensaient que le poisson, ce n'était que de l'eau. Oui, que de l'eau. Et c'est de là que vient cette expression. Quand on ne sait pas ce que c'est, on dit que c'est de la chair ou du poisson, ou ni chair ni poisson. D'ailleurs, est-ce qu'une vidéo sur les sushis et les makis, ça vous tente? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, la vidéo de la semaine est terminée. J'espère que ce ketchup aux origines multiples vous régalera dans votre assiette. Alors oui, il faut être patient pour en faire, mais la récompense d'une sauce exquise à votre goût en vaut largement le coup. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Ça aide énormément la chaîne et ça me fait vraiment très plaisir. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une vidéo un peu spéciale. Un petit vlog. Oui, pendant une semaine, je vais tenir une guinguette dans un lieu que j'adore. Brancion, cité médiévale. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous fais des bisous, des checks. Je veux froisser personne. À bientôt les histoculino curieux.